à faire à finaliser les derniers petits réglages. Je vous ai mis un flyer, enfin on vous a mis avec Marie qui met là-bas. On vous a mis un flyer avec le programme du week-end bien-être. Vous avez tout le programme du week-end. Ça commence ce soir avec la clé du bonheur. Vous êtes impatient de savoir, hein, j'imagine. Et après, demain midi 30, 12h30, 13h30, je serai à Ostermeyer, ici cœur de ville, pour ceux qui veulent essayer le Yin Yoga et Shiatsu postural. Donc ça, c'est un cours qu'on fait régulièrement. D'ailleurs, ici présent, il y en a certains qui le pratiquent avec nous. Et ça sera porte ouverte, donc vous pouvez venir essayer. Et après, demain après-midi à 16h, on se retrouve ici au même endroit pour une conférence sur le son et la vibration avec Marie, suivi d'un voyage sonore. Ce sera un petit voyage sonore pour les habitués qui sont habitués dans leur petit cocon pendant 1 heure allongé, qui peut même s'endormir. Là, on sera plus en mode conférence, en fait. Mais vous aurez quand même un petit goût de ce qu'est un voyage sonore. Donc on aura nos bols d'Himalaya, on aura nos bols de cristal, nos diapasons, on aura tout ça. Alors vous avez aussi un petit post-it. Je vais vous expliquer en cours de route comment on va l'utiliser, ce post-it. Vous avez un stylo aussi avec. Donc ça, vous allez voir à un moment donné, on va l'utiliser. Parce que vous allez être... En fait, ici, c'est pas que moi qui parle, hein, ça va être aussi vous qui écrivez. C'est interactif, en fait. En fait, rien n'est prévu, à part une petite surprise à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a là vraiment le bouquet final comme le feu d'artifice. On espère que le vidéoprojecteur va fonctionner, parce qu'on a eu un petit problème technique avec. Et ça va être de l'interaction, ça va être de l'expérimentation. Ça va être des méditations, ça va être plein de choses comme ça en fait. Parce que le bonheur, au-delà de se comprendre, ça se vit. Donc voilà, vous allez vivre des expériences ce soir. Alors, pour toi, c'est bon, Alex? Ok. J'ai aussi ramené des livres que j'ai écrits. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, j'ai écrit depuis 2019 des phrases comme ça qui me viennent. De temps en temps, j'en cite d'ailleurs pendant mes cours de yoga. C'est des phrases d'inspiration comme ça au fil du temps dans ma vie qui me viennent et que je pose sur un blog. Et là, je l'ai tout réédité. Alors j'avais fait déjà un livre. Oh super. Des adhérents de yoga qui viennent me voir. Et ça faisait super longtemps que ça n'était pas vu en plus. Trop content de te voir. Oui, donc du coup, j'avais fait une première édition il y a 3 ans. Et là, c'est toute l'édition depuis 2019 jusqu'à maintenant. Il y a absolument tout. Alors pour ceux que ça intéresse, je fais une petite dédicace, je le propose. Puis on va faire un peu des jeux d'oracle aujourd'hui. Alors moi, j'adore prendre le livre au hasard et voir ce qu'il me dit. Donc on va s'amuser un petit peu avec tout ça aujourd'hui. Bienvenue. Laisse prendre tout le monde s'installer tranquillement. Oui, pas de souci, je suis super content de te voir. Tous d'ailleurs, je reconnais plein de visages, là, ça fait plaisir. On se voit régulièrement au cours de yoga dans le 15e. Et là, tu reviens de vacances. C'est une belle surprise. Ok. Eh ben, vous êtes prêts pour le voyage? Vous êtes prêts pour le bonheur? Promis, je ne vous chante pas la chanson de Christophe Maé. Pour ceux qui connaissent, il est où le bonheur? J'aurais pu. Ok, tant qu'on a un peu de lumière, je vais vous inviter à un petit exercice, comme ça, une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus, on vit le bonheur à fond. C'est d'écrire sur votre petit papier une problématique que vous pourriez avoir dans votre vie. Ou quelque chose qui est un petit peu le petit grain de sable, vous savez, qui ne vous rend pas complètement heureux. Vous dire, ah si ça c'était réglé quand même, je serais plus heureux ou plus heureuse. Donc vous avez un petit stylo rouge.
Le stylo rouge, c'est, vous savez, c'est le feu rouge. Hein. Ça, des fois, il y a des problèmes dans notre vie qui nous bloquent. Mais on va essayer de mettre en sorte de faire tout, mettre tous les voyants au vert. Pour l'instant, on pose le problème en rouge, chacun. Et après, on va passer en vert. On va essayer en tout cas. Oui, après, si tu as envie de... si tu as envie d'en mettre d'autres, je vais essayer après. Vous êtes... ça reste encore gérable. Je peux peut-être voir chaque situation. Il y en aura même peut-être qui seront en double ou en triple. Donc je les verrai, mais plus on en met, moins j'ai le temps de faire le tour de tout le monde. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le tour de tout le monde. Je vais essayer. Parce que je ne vais pas vous garder 4 heures quand même. Marie, après, viendra récupérer chaque petit papier. Et moi, je les déroulerai au fur et à mesure. Alors, je vous laisse le temps de bien l'écrire là maintenant, de prendre le temps. Je commence après. Dès que vous avez fini, on commence. Mais comme ça, vous êtes vraiment concentré sur votre problématique. En fait, vous voyez, vous avez compris, c'est vous qui écrivez le scénario ce soir. Et moi, je dois relever le challenge. Vais-je résoudre toutes les problématiques? Je ne sais pas, on va le voir. Hein. Pour ceux qui ont déjà fini, vous pouvez donner le petit papier. Vous pouvez garder le feuille. Ah, vous n'y attendez pas à ça, hein, de devoir écrire quelque chose ce soir. Alors du coup, ce sera complètement, je veux dire, neutre. Hein, on ne saura pas qui a écrit. Mais la personne devrait se reconnaître quand je vais en parler, forcément. Mais ça restera confidentiel. Alors pendant qu'on récupère les petits papiers, moi je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent en cours me connaissent déjà. Ouais, moi le bonheur, bah, comme tous, hein, c'était une quête. On est un peu tous en quête du bonheur. Hein. Moi je suis passé par des moments assez difficiles et bizarrement c'est là que j'ai trouvé le bonheur. C'est dans les moments où ça ne va pas qu'on va vraiment trouver les ressources. Et je n'ai pas toujours eu une vie dans les salles de yoga, hein, autrefois. J'ai plutôt eu une vie dans plein d'activités. J'ai commencé, oui, c'était en 2002, commencé à travailler, à être dans différents types d'entreprises, communication, marketing. La musique a toujours été présente dans ma vie, ça depuis adolescent. Et m'a apporté beaucoup de bonheur et continue à m'en apporter, parce que ça, c'est une ressource de bonheur, la musique. Et puis voilà, 10 ans, marié, 2 enfants, on veut réussir, on veut apporter du confort pour sa famille, on veut avoir suffisamment de revenus, on se met un peu de pression, on arrive dans une société qui est un peu speed. Et puis à un moment donné, la vie nous dit, quand on ne s'écoute pas assez, moi j'étais du genre à ne pas m'écouter assez, elle nous met un stop. Et j'ai eu mon premier stop en 2007, où je ne pouvais plus du tout bouger. En fait, j'avais trop tiré sur la corde. Alors moi, jusqu'à 30 ans, j'avais l'impression que j'étais indestructible. Je pensais que j'étais un surhumain. Je travaillais dans la pub, donc je me faisais des rushs, je faisais des nuits blanches, il fallait faire, vous savez, les fameux rushs. Et puis un jour, boum. Donc 15 jours alité, à plus pouvoir bouger. J'étais persuadé que j'allais mourir en fait. Hein. À ce moment-là, j'avais vraiment problème de système nerveux, d'arythmie, tout ça. J'attendais la mort en fait. Je me disais ça y est, je suis arrivé au bout. Et puis il y a un petit bout de chou qui pointait le bout de son nez, mon fils. Et là, je me suis dit, je ne peux pas partir avant qu'il naisse. C'est pas possible. En fait, au fond de moi, je me suis toujours dit, c'est lui qui m'a raccroché à la vie. J'avais envie de continuer à vivre parce que j'avais ma femme, j'avais tout ça. Mais quand on vit ça et qu'on ne sait plus du tout, qu'on n'arrive plus à se lever, que la moindre chose devient une souffrance, c'est vrai que c'est compliqué. Donc je me suis dit, allez, on va se reconstruire. Et en fait, je n'avais pas prévu de raconter ça comme ça, je vais finir par pleurer. Et mon épouse, qui est ici, elle m'a porté véritablement par l'épaule.
Je me souviens que, voilà, c'est l'émotion qui monte. Je vous l'avais dit, hein, que ça avait l'air de l'émotion aujourd'hui. Elle m'a porté à travers toute la France. Ce jour-là, on enchaînait, on avait plein de mariages et tout. L'année où il faut bouger à fond. Non, moi, je ne peux pas bouger. Donc, timidement, tranquillement, j'ai commencé à me lever pour aller faire mon devoir civique, d'aller voter. Je me souviens précisément de chaque détail, en fait. Et Marie me portait jusqu'au bureau de vote. Et c'était un premier pas. C'est ça, en fait, le bonheur. C'est ce petit pas qu'on fait au départ. Et je me suis dit, bah, en fait, ça y est, j'arrive à me lever. J'ai ma belle-sœur qui vient me voir, j'ai ma belle-mère qui vient me voir. Tout le monde s'affairait pour m'aider. Petit à petit, on me faisait faire un pas, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis le tour du quartier, puis le tour de tout le grand quartier. C'était à chaque fois une petite conquête de plus. Et petit à petit, on a commencé à partir, faire les mariages de nos amis, faire le tour de la France. On a fait le tour de la France, quand même, à ce moment-là. Marie était enceinte de notre fils. Les premiers mariages, j'étais, comme disaient les jeunes, en PLS. Je ne savais même pas si j'arriverais à danser, quoi que ce soit. Puis finalement, j'ai commencé à danser petit à petit. Et puis il y a un autre mariage un peu mieux, puis encore un autre mariage un peu mieux. J'ai passé tout un été à lire, comment il s'appelait? Marc Lévy. Je me souviens même de l'auteur. Ce livre, je ne l'oublierai jamais parce qu'en fait, je me suis vraiment mis à lire à ce moment-là. Et il m'a porté, il m'a donné ce petit moment de pause, de tranquillité sous les pins landais, dans le sud-ouest de la France, à me réoxygéner au contact de la nature. C'est pour ça que moi, la nature, vous verrez, c'est très présent dans ce que je vais vous présenter ce soir. Elle est très importante pour moi, elle m'a aidé à me ressourcer. Et voilà, et petit à petit, eh bien, je reprends vie, petit à petit. Et puis après, une fois que j'ai retrouvé ma forme, 31, 32 ans, mon fils arrive, on repart. Ça y est, le phénix est rené de ses cendres. Je me dis, ça y est, je suis guéri, j'y retourne. Le gars qui n'a pas compris. Et 10 ans après, boum, t'as pas compris, on te redonne une leçon. Là, ce coup-là, je l'ai vu venir. Et je me suis dit, ah, tu repars en live, quoi. Donc là, c'est là que je suis venu au yoga. Je m'en souviendrai toujours, c'est mon cardiologue, à un moment, il me fait non, mais vous n'avez rien, votre cœur, tout va bien, c'est votre système nerveux qui est un peu déréglé, vos arythmies, c'est le stress, il faut vous détendre. Et je lui ai dit, on fait comment pour se détendre, docteur? Et là, il m'a dit, je ne sais pas moi, faites du yoga. Si je anime des cours de yoga, c'est grâce à ce cardiologue. C'est quand même génial. Donc, du coup, je me suis mis au yoga, petit à petit, reparti, même chemin. Alors, comme j'étais allé moins loin que la première fois, je suis reparti de moins loin. Et j'ai pris soin de moi, j'ai commencé à tester plein de trucs, la sophrologie, le yoga, plein de choses, tout ce qui pouvait m'aider en fait. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, on peut prendre soin de nous, d'accord. Bon ok, à partir de maintenant, je vais prendre soin de moi. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc tout ça pour vous dire que oui, moi la leçon que j'en ai tirée, c'est que on nous dit beaucoup dans notre société, ah tu t'écoutes trop. Moi je m'écoutais pas du tout. Donc forcément, j'étais du genre à sentir la fatigue une fois trop tard, une fois que la machine ne marche plus du tout. Donc du coup, maintenant j'apprends à m'écouter. Parce que oui, c'est important en fait de s'écouter. Alors il ne faut pas trop s'écouter, il ne faut pas devenir hypocondriaque non plus, mais il faut s'écouter suffisamment. Et ça, même encore, je dois essayer de me forcer à le faire. Parce que tendance à vouloir en faire de trop. Et voilà, petit à petit, j'ai pratiqué pour moi-même et après, au fil des années, j'ai eu envie d'aider les autres. J'ai jamais vu autant de gens en burn-out, en dépression autour de moi qu'à ce moment-là. On dirait après, quand on a vécu quelque chose, on a le regard qui est sensible sur les personnes qui sont comme ça. Et je me suis dit, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à ce moment-là. Et j'ai eu envie de tendre la main. Et vous savez, il y a une amie qui nous a dit une fois, on fait un métier qui répare. C'est exactement ce que j'ai fait en fait. Quand je prends soin de vous, je prends soin de moi. On prend soin de nous ensemble. Mon maître de shiatsu, il dit tout le temps, quand vous faites un soin shiatsu, si vous faites du bien, c'est très bien.
Autrement dit, quand on se fait du bien, on fait du bien aux autres. Ça passe par soi. En fait, on ne peut pas servir de l'eau si sa carafe est vide, quoi. Sinon, vous imaginez, c'est le mauvais plan. Ah, je t'invite à boire un verre, mais il n'y a rien chez moi. Bah, prendre soin de soi, c'est ça. C'est pas égoïste. On nous dit, occupe-toi des autres comme de toi-même. Mais alors, est-ce qu'on sait s'occuper de soi? Parce que c'est bien de dire, je vais m'occuper des autres. Mais si on ne sait pas s'occuper de soi, est-ce qu'on peut s'occuper des autres? Et ça commence par soi. Et c'est pas du tout égoïste de faire ça comme ça. Plus on sait s'occuper de soi, plus on sait s'occuper des autres. Ça rayonne naturellement. Ouais, non, c'est bon. Est-ce que ça vous parle déjà, ça? Ça vous parle? Prenez soin de vous, c'est le plus important. Le reste, ça suivra. C'est le plus important. Alors, est-ce qu'on regarde un petit peu les petits papiers? Alors, je prends le premier. Hein. Donc, les préoccupations. Les préoccupations, eh oui. On est tous préoccupés par quelque chose dans la vie. Donc, je ne sais pas dans quel sens ça a pu être écrit. Je crois qu'il y avait un autre essai avant qui était écrit. Ah tiens, c'est marrant, c'est écrit en espagnol, non? En fait, j'ai l'impression au-dessus. Donc, les préoccupations, je vais en parler de manière générale en espérant d'être dans le sujet que la personne l'a écrit. On est dans du direct live, hein. Là, donc du coup, interprétation live. Préoccupation, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait tourner un petit peu le vélo de la tête. Vous savez, on est en train de penser, ça nous préoccupe. Pour parler vulgairement, ça nous prend la tête. Ça me parle parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, les préoccupations, et toujours encore. Quand j'ai quelque chose en tête, quelque chose qui n'est pas résolu, le cerveau a horreur, en fait, des choses qui ne sont pas résolues. Donc, il va chercher à trouver des solutions. Si on a un problème, eh ben, en fait, le cerveau va chercher à le résoudre. Et ça peut poser problème la nuit parce que, en fait, ça empêche de dormir. Ça peut empêcher de dormir. Et là-dessus, il y a une phrase du Dalai Lama que je me répète en boucle en ces moments-là. C'est s'il y a quelque chose à faire, pourquoi s'en faire, puisqu'il y a quelque chose à faire? S'il n'y a rien à faire, pourquoi s'en faire, puisqu'il n'y a rien à faire? Voilà. Et à partir de là, se préoccuper, ça ne fait pas avancer le schmilblick en fait. Et plein de fois, je m'en suis rendu compte. Et pourtant, il y a des fois, j'ai envie de résoudre le problème, quoi, hein. Je voudrais prendre les choses à bras le corps. Et une fois de plus, vous savez, je mets un diaporama de nature en même temps parce qu'en fait, la nature, une fois de plus, je trouve, nous inspire. Si vous regardez bien, je ne sais pas si les arbres particulièrement ont des préoccupations. Mais en tout cas, tout pousse naturellement, quoi qu'il en soit. J'ai jamais vu un arbre en colère. Peut-être hein, qu'on va découvrir que les arbres ont des émotions et qu'ils se mettent en colère. Mais en tout cas, la nature suit son cycle. C'est-à-dire que quand le printemps arrive, S'il fait froid, le printemps arrivera plus tard. C'est pas grave. Pourquoi nous on se préoccupe alors? Pourquoi on ne ferait pas comme la nature, tout simplement? Laisser le temps au temps. Alors c'est vrai que des fois, il y a une différence de rythme entre le biorhythme, le rythme de la nature, et le rythme de notre société. Notre société a volé très vite. Mais de toute façon, on n'a jamais pu faire pousser un pommier plus vite qu'il doit pousser. Enfin, je veux dire, il y a des rythmes qui doivent respecter leur biorhythme, en fait. Ça interroge beaucoup avec l'évolution technologique, d'ailleurs. Comment nous, l'humain, on s'inscrit là-dedans, en fait. Est-ce qu'on se robotise ou est-ce qu'on se respecte? Alors la machine, elle va faire des choses, mais jusqu'à une certaine limite, hein, d'ailleurs. Vous poussez une machine trop, elle tombe en panne. Pareil, comme l'humain. Sauf que, bon, pour l'humain, le SAV, c'est un peu plus compliqué. Je reviens toujours au même sujet, prendre soin de nous, aller à son rythme. Donc, quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. S'il n'y a rien à faire, pourquoi s'en faire? C'est quelque chose à faire. Voilà. Et j'essaie d'appliquer ça dans ma vie.
Et quand on fait ça, bah, ça peut enlever un peu des préoccupations, parce que de toute façon, si on se prend la tête avec ça, ça ne va rien changer. C'est de prendre conscience que se préoccuper, ça ne va rien changer. Fatigué à longueur de journée et donc difficile à se concentrer et faire des activités. Intéressant. C'est un sujet super intéressant. Il y a plusieurs questions dans cette phrase en fait. Parce qu'effectivement, il y en a une, c'est la conséquence de la problématique. Difficile de se concentrer et de faire des activités parce que fatigué. Donc on a envie de dire, bah, on va essayer de régler le problème de la fatigue en fait. Hein. Si c'est ça la cause au départ, c'est important de régler ça. En fait, j'aime bien, vous savez, le jeu de pourquoi. Pourquoi du pourquoi. Pourquoi du pourquoi. Si on remonte le truc, c'est comme ça que j'accompagne d'ailleurs en cabinet, c'est que j'essaye toujours de comprendre la cause. Parce que sinon, des fois on veut régler le problème. On veut trouver la solution pour aller mieux. Mais si on veut vraiment régler le problème, il faut trouver... En fait, quand on pose les bonnes questions, on a les bonnes réponses. Tout simplement. Donc là, ça serait quoi la question? Pourquoi on est fatigué? Donc là, en fait, je ne vais pas donner de réponse parce que je ne sais pas pourquoi. La personne qui a écrit ça est fatiguée. Je vais juste l'amener à poser la question parce que seule elle a la réponse. Pourquoi je me fatigue? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je me fatigue? Alors, ça laisse peut-être un peu sur sa faim, ça. Mais, et observer ça un peu comme le scan de sa vie. On prend tout dans sa vie. Des fois, ça vaut le coup. Moi, des fois, je fais ça. J'aime bien être dans ma communauté, de voir tous les gens, de voir ma famille, tout ça. Mais il y a des fois, j'ai ce besoin, j'ai fini par le comprendre. J'ai aussi ce besoin de solitude aussi. Parce que j'ai un fonctionnement émotionnel qui fait que je prends beaucoup de l'émotion des autres. Et ce n'est pas la meilleure solution pour se comprendre. Donc, des fois, je m'isole. Je prends un moment pour moi. Et c'est là que j'ai les réponses. Et par exemple, pour ce genre de questions, c'est là qu'on peut trouver les réponses. C'est souvent quand on change d'environnement, quand on change de rythme, quand on s'autorise, ne serait-ce que 2 heures, hein, on se pose, on prend du recul, on va se balader, je sais pas, la forêt de Meudon, par exemple. Et on prend du recul sur les choses. Et on se pose les bonnes questions. Pourquoi je suis fatigué? Des fois, on n'a pas forcément la réponse dans la tête et dans la théorie. On l'a dans l'expérience. Si on change d'expérience, on prend du recul. On voit les choses autrement. Parce que des fois, le problème, c'est des fois juste une question de point de vue. Et peut-être que notre propre ennemi, souvent, c'est nous-mêmes. Donc, notre mode de fonctionnement fait qu'on peut, des fois, se mettre en difficulté. Et le fait de changer d'environnement, de se prendre 2 heures, de prendre du recul, de regarder la vie autrement, ça y aide. Hein. C'est sûr que quand on va se poser tranquillement, se faire une petite balade, écouter le bruit des oiseaux, être au calme, ou se faire un petit voyage sonore, bien relaxant, juste après, ou après une méditation, une respiration. On va en faire quelques petites pratiques de respiration, vous verrez, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'expérimenter. On ne voit plus les choses de la même manière. Et ce qui nous paraissait problématique n'est plus. Ou peut-être ça reste encore problématique, mais là on trouve des solutions. Vous avez remarqué comme des fois, on a la tête dans le guidon, on est sur un problème, on doit résoudre quelque chose. Ça nous a fait ça aussi quand on était étudiant, on essayait de résoudre un exercice. On se levait, on allait se faire une petite balade, un tour de vélo, on revenait, pouf, on réglait le problème. Ben, en fait, ça fonctionne un peu de la même manière. Des fois, il faut juste prendre du recul, changer son point de vue. En fait, souvent, on vit l'expérience de ce qu'on vit à l'intérieur. C'est l'histoire de la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Si je me concentre sur le problème, je vis le problème. Si je me concentre sur la solution, je vis la solution. Et véritablement. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à focaliser sur le problème. En fait, si vous regardez bien, quand tout va bien, on voit que la solution positive, parce que tout va bien. On ne va pas aller s'amuser, aller chercher le problème. On va focaliser, bah, tout va bien, donc mon point de vue, ma vision, mon expérience,
tout va bien. Puis dans ces moments-là, on évite d'aller chercher les problèmes. On kiffe le moment. C'est quand on a un problème qu'on focalise notre attention sur le problème, en fait. On voit que ça au début. Et on oublie de regarder que, en fait, dans l'univers, tout coexiste. On pourrait s'amuser, quand ça va bien, de se dire, attends, là, dans cette situation, quel est l'avantage? Et dans cette situation, quel est le désavantage? Et je vais chercher le désavantage, je peux le trouver. Dans ces cadres-là, on ne va pas le chercher. C'est quand on a un problème, le problème, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit, c'est son point de vue. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder et se poser une question, en quoi, quel est l'avantage de cette situation? On va prendre un problème, par exemple. Tiens, la fatigue, justement, puisque c'est le sujet. Fatigué à longueur de journée. C'est un problème au départ. Si je pose la question, quel est l'avantage de constater que je suis fatigué à longueur de journée? C'est plus du tout le même point de vue. Qu'est-ce que ça va nous amener? Une solution. L'avantage d'observer que je suis fatigué à longueur de journée, c'est peut-être l'occasion de prendre soin de moi. C'est peut-être l'occasion de prendre quelques jours de congé, d'aller dans un spa, de me faire masser, de partir en vacances, de me reposer. C'est peut-être aussi un cadeau que l'univers nous fait comprendre en disant « stop, repose-toi ». Moi, quand j'ai eu ce problème-là, et que si je le regarde avec le recul, si en fait je n'avais pas été stoppé, je serais peut-être plus là devant vous pour vous parler. Quel a été l'avantage que mon corps me stoppe? Parce que j'avais poussé trop la fatigue. Ben, il m'a mis en veille. Comme les ordinateurs. Vous savez, ces ordinateurs où ça mouline, mémoire saturée, mémoire vide. C'est super bien fait en fait. Sinon l'ordinateur, il pète. Et le corps c'est pareil. Donc oui, en fait c'est un avantage d'être fatigué et c'est l'occasion de prendre soin de soi. Et en résolvant ça, en prenant le temps de se reposer, on va voir ce qui fonctionne pour nous, ce qui nous permet d'être plus reposés. Et tout le reste va en découler. Meilleure concentration, de nouveau envie de refaire des activités. Ça commence par ça. Stress au quotidien, c'est un peu la même chose en fait. Une chose est sûre, je ne peux pas changer le monde. Si le monde va vite, il ira vite. La seule chose que je peux changer, c'est ma réaction vis-à-vis du monde. J'ai le choix de stresser ou pas stresser. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais quand on n'a pas le choix, qu'il faut rendre le boulot, qu'il faut se lever le matin, qu'il faut être à l'heure, qu'il faut faire ci, que tout va vite, que j'arrive, que j'ai 300 emails dans ma boîte mail. Comment je fais moi pour pas stresser, quoi, franchement, avec ça? Et une fois de plus, en fait, contrairement à ce qu'on pense, souvent on se dit, j'ai pas le choix. Mais en fait, si on avait le choix. Je veux dire, tant que personne nous prend un pistolet sur la tempe, ça c'est un vrai stress extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix là. Mais est-ce qu'on n'a pas la possibilité à un moment de dire stop, je ralentis quoi. On peut le faire. Moi je l'ai fait. Alors ça peut paraître, oui mais je perds mon boulot, mais ok, bah retrouve un autre boulot. C'est aussi simple en fait. On dit ouais mais non je peux pas le perdre, t'imagines, après j'aurai plus de salaire, etc. De toute façon, il y a un moment donné, alors je dis ça mais je suis le premier à devoir me l'appliquer. Hein. Tout ce que je vous dis, attention, ne me prenez pas pour un exemple parfait. Je le sais d'autant plus que je l'expérimente aussi. Mais j'essaie de réfléchir à tout ça. Et en fait, c'est même mon épouse qui me donne la réponse régulièrement là-dessus. C'est pas quand tu seras malade et que tu seras plus capable de faire quoi que ce soit que tu vas régler les problèmes. Et elle me le disait depuis très longtemps. Et c'est ça en fait. C'est juste cette question à se poser. On revient à l'essence de la vie. Pourquoi on est sur Terre? Et ça, vous allez voir, c'est un sujet qu'on va aborder. Pourquoi on est sur Terre? C'est quoi la vie?
La vie, c'est bosser, stresser, être malade, prendre des antidépresseurs, aller chez le médecin parce qu'on est tout le temps fatigué, tout le temps malade. Non, c'est pas ça la vie. Oui, mais il faut bien gagner sa vie. Déjà, dans la phrase, il y a un problème. Parce que la vie, vous la gagnez dès la naissance. Vous l'avez déjà gagnée, la vie, en fait. Après, effectivement, c'est des revenus pour pouvoir nourrir sa famille. Mais il y a plein de manières d'avoir des revenus. Et on n'est pas obligé de se tuer à la tâche pour ça, quoi. La torture n'existe plus, hein, c'est fini, ça a été aboli. Donc on peut dire non. Et moi je l'ai fait, et je l'ai fait à mon deuxième problème de santé. Je ne pouvais plus de toute façon, donc à un moment donné, stop. J'ai même envie de dire, ça avait même été au-delà de mon propre choix, c'est que ça s'arrêtait de soi-même. Et puis à un moment donné, j'ai dit j'arrête. Je vous revois toujours mon expert comptable. Je vous donne à chaque fois mes exemples, parce que comme ça c'est parlant, c'est concret. Et l'expert comptable va dire ouais, mais tu peux te refaire, tu vas pouvoir rééquilibrer financièrement, parce qu'il y avait une période, c'était un petit peu difficile. C'est la période des gilets jaunes, c'était assez compliqué à ce moment-là. Et je lui ai dit non en fait, parce que je ne le sens pas. Je sens que ça ne va pas s'améliorer. J'étais inspiré. Hein. Quelques années plus tard, c'était le Covid. Ma boîte, ça se serait écroulée. Donc en fait, j'ai dit, et puis moi je sais que physiquement, je n'ai plus envie. Donc non. J'ai dit au revoir à une boîte que j'avais créée depuis presque 10 ans. J'avais monté plus d'une douzaine d'antennes, j'avais des salariés. Vous imaginez la pression de prendre ce type de décision. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et tous mes collègues me l'ont témoigné. Ils m'ont dit, David, tu as été inspiré. Franchement, si tu avais continué, je ne sais pas comment tu aurais fait. Quoi. Il aurait fallu que tu gères nos salaires, il aurait fallu que tu gères tout. En fait, c'était la meilleure chose à faire. Donc oui, on peut prendre ce genre de décision. Il ne faut pas avoir peur de les prendre. Quand sa santé est en jeu, quand on est en stress quotidien, le stress quotidien, ça c'est des choses que j'accompagne régulièrement en cabinet, c'est délétère, vraiment. On peut absorber du stress ponctuel, le corps sait faire. Le stress quotidien, non. Vos pics de cortisol sont en permanence, vos surrénales ne tiennent pas le coup avec le temps, ça dérègle plein de choses dans le corps. Stop. Il faut savoir dire stop. Au revoir président. On a tous vu cette pub. Franchement, quoi de plus important que la santé? Ça doit toujours venir en numéro 1. Je suis assez catégorique sur certaines réponses. Hein. Mon désordre chez moi. Alors, désordre chez soi. Est-ce que c'est le désordre? Mais c'est la même chose en fait. Le désordre chez soi, à l'intérieur de soi, ou le désordre dans sa maison. Mais très souvent, c'est lié. Il y a des notions un peu de feng shui dans ce genre de choses. En fait, moi je suis devenu, pardon Marie, mais je suis devenu un super maniaque. Et pourtant, j'étais pas comme ça avant. C'était plutôt l'inverse en fait. Et avec le temps, je suis devenu, avec toutes ces notions de feng shui, d'épuration, que ce soit joli, je suis devenu un petit peu comme ça. Mais en fait, plus c'est rangé à l'extérieur, plus c'est clair en moi. Plus c'est clair en moi, plus c'est rangé à l'extérieur. Dans les moments où c'est pas clair en moi, c'est le bazar. Je suis le premier à mettre du bazar. Et la maison, c'est le reflet de nous. C'est notre matrice en fait. C'est vraiment notre reflet. Donc c'est normal des fois qu'on ait envie de ranger. Et, parce que souvent c'est dans les moments où on a besoin de mettre de l'ordre en soi. Donc c'est pas mauvais de se dire il y a du désordre, je veux le ranger. Mais dites-vous que quand vous rangez, il y a un travail intérieur qui se fait. De toute façon, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure quand je vous disais l'expérience que je fais de l'univers, c'est ma propre expérience. Si je vois les choses en noir, je vis les choses difficiles. Si je regarde l'avantage à chaque chose et que je regarde les choses du bon côté, je vis des choses agréables. Si je mets de l'ordre en moi, je mets de l'ordre à l'extérieur. Si je mets de l'ordre à l'extérieur, je mets de l'ordre à l'intérieur. Donc, ouais, un petit ménage de printemps, c'est la bonne période. Prendre le temps.
Ah, c'est super parce qu'en fait, les post-it sont exactement dans le déroulé. C'est vous qui faites la conférence, c'est ça. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, prendre le temps. C'est la solution à... En fait, la réponse vient après, c'est vous qui la donnez. La question, c'était fatigué à longueur de journée et donc difficulté à me concentrer et faire mes activités. La solution, c'est l'une ou l'un d'entre vous qui l'a trouvé, prendre le temps. J'ai rien de plus à dire. Est-ce que c'est pas la difficulté à prendre le temps? Oui, ouais, tout à fait. En fait, on vit... Alors, il y a deux choses. On vit dans un emploi du temps. Les journées durent 24 heures. Je suspecte même qu'elles durent un peu moins. J'ai l'impression que le temps s'accélère. Mais bon. Si on part du principe que les fréquences augmentent, F est égal à 1 sur T, bon. Le temps diminue. Effectivement, si on veut avoir le temps de faire tout ce qu'on veut faire, il faut le programmer. Ce qu'on ne programme pas, on ne le fait pas. Vous avez tous peut-être vécu ce truc-là, c'est « oh, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps ». Dites-vous que si vous vous dites ça, vous ne le ferez pas. Tout ce qu'on va faire, c'est ce qu'on planifie. Alors, allez chez le médecin, allez chez le dentiste, tout ça on le fait, hein, parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Bien que des fois, on peut repousser un peu au dernier moment, surtout chez le dentiste. Mais effectivement, en fait, ça se remplit. La nature a horreur du vide. Donc, quand vous laissez des plages vides dans votre emploi du temps, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là, je suis dispo. Tac, je cale le rendez-vous. Là, il y a un ami qui vous invite. Hop, je le remplis. Ah, tiens, là, il faut que j'aille chercher tel truc. Tiens, là, il faut que j'aille à tel rendez-vous, tel truc. L'emploi du temps passe son temps à se remplir. Du coup, on a de moins en moins de temps. Parce que qu'est-ce qu'on met derrière prendre son temps? Si c'est pour se reposer et que je ne le programme jamais, ce temps, bah, le temps se remplit. Et du coup, on ne se repose jamais. Je me reposerai plus tard quand j'aurai le temps. Non. Parce que tant que je ne le programme pas, je ne me reposerai jamais. Moi, j'aime bien, il faut que je le refasse d'ailleurs, programmer des temps, je fais rien, rien. Temps repos. Ça, je vous invite à faire ça. Parce que, et le tenir, hein, parce que le but, c'est pas de mettre je fais rien, oh bah exceptionnellement, allez, je vais caler le rendez-vous ici, parce que bon, je me reposerai plus tard. Non, programmez-le, faites-le. Ça, c'est ce qu'on appelle ancrer. C'est ça l'ancrage. C'est manifester quelque chose. Passer du monde des idées à la manifestation. Et vous savez, pour avoir un équilibre, c'est tout prévoir. Essayez de le faire de manière le plus possible proportionnelle. C'est peut-être pas parfait chaque semaine, c'est pas grave. S'il y a une semaine, c'est moins, on se rattrapera plus tard. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où il faut qu'on donne beaucoup dans son boulot parce qu'en fait, on vient de commencer un boulot. Donc, on va faire des heures sup, on va s'investir. Ok, ayez conscience que c'est comme les crédits, ça. Et à un moment donné, il va falloir que ça se compense. Donc, il va falloir que je retrouve du temps pour ma famille, pour mon couple, pour moi, pour me reposer, pour dormir. Donc, en fait, c'est toujours de se dire, mon emploi du temps, je le répartis entre moi. Pourquoi moi en premier? Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de mes enfants. Je ne peux pas prendre soin de ma famille, je ne peux pas prendre soin des autres, tout simplement. Donc déjà, soit dormir suffisamment, prendre soin de soi, sa famille et son couple et son travail. Et ça, le programmer vraiment, c'est-à-dire d'avoir sur son emploi du temps, j'ai mes zones de travail. Je travaille de telle heure à telle heure, ok, il me reste quoi? Il y a ce temps-là pour moi. Il y a ce temps-là pour faire du sport, il y a ce temps-là pour faire de relaxation, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous fait du bien. Il y a ce temps-là pour ma famille, il y a ce temps-là pour mon couple. Et si vous faites ça, déjà que quand on le fait, c'est pas toujours évident, si vous ne le faites pas, vous êtes sûr de résultat. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va se renier. Et même si à un moment donné, ça ne peut pas se caler parce qu'on doit avoir des priorités, bah, c'est de se dire, ok, je le recale plus tard. Mais je le programme. Hein.
C'est pas oh, quand j'aurai du temps, plus tard. Je le programme. Planifier, anticiper, organiser. J'ai un plan d'action sur ça, sur tel projet professionnel. Ok, je me donne tant de temps pour le réussir. Dans tant de temps, là, je reviendrai pour du temps pour moi. Je mesure mon énergie. En fait, c'est simple. On le fait pour nos voitures. Il ne nous est jamais arrivé de se dire, je prends ma voiture, je roule tant que ça roule. Bah non, on fait notre plein d'essence et on estime combien de kilomètres on va faire. On ne va pas se dire, non, mais plus tard, je referai de l'essence. Là, vous êtes sûr de tomber en panne sèche sur le coin de route, et pas forcément à côté d'une station d'essence. Si vous prenez l'exemple de la voiture, ne serait-ce que pour la santé aussi, on prend plus soin de sa voiture que de soi-même. Si on faisait tout ce qu'on fait pour sa voiture, on serait beaucoup mieux en fait. Maintien des liens. C'est vraiment, ça s'enchaîne super bien. Bah, ça va avec, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que si je passe trop de temps à travailler, par exemple, où en sont mes liens d'amitié avec ma famille, avec mon couple, avec mes enfants? Où est-ce que j'ai du temps pour ça? Voilà, on a tout dit. Manque de confiance et d'affirmation. Ah, j'attendais cette question. Ça va même être le sujet de la soirée. On va y revenir, j'ai même une méditation là-dessus. Le manque de confiance et d'affirmation. Je vais commencer par la confiance. On dit souvent, je manque de confiance en moi, je suis nul, j'y arrive pas, etc. On se dévalorise, quoi, en fait. Et bien, en fait, je vais vous inviter à revenir sur deux choses, identifier deux choses différentes. L'identité et l'action. C'est deux choses différentes. Quand je dis je suis nul, ça veut dire quoi en fait, je suis nul? En fait, ça veut rien dire. Nul, c'est pas une identité. C'est une action éventuellement, qu'on a ratée éventuellement. Mais c'est pas notre identité en fait. Et je vais décliner d'ailleurs les états. Un état émotionnel, par exemple. Je suis en colère, je suis triste. C'est un état? C'est un état temporaire. Je suis triste, on devrait presque dire je suis en état de tristesse plus que je suis triste, parce que sinon on se qualifie, on se définit dans une identité. En fait, ça ne nous définit pas. La tristesse, c'est un état. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que ça peut être temporaire. Ensuite, la santé. Je suis malade. Ça, c'est pareil. Je suis malade, je suis en état de maladie. Alors ça peut être plus ou moins permanent, la maladie. Mais ce n'est pas une identité, ça ne nous définit pas. Si on se définit là-dessus, vous imaginez, c'est la vie. Ça y est, en fait, je suis né malade, c'est mon identité. Non. C'est un état. Si j'enlève les émotions, si j'enlève les actions, si j'enlève les états, par exemple, de maladie, qu'est-ce qui reste? On ne trouve pas. Hein? Bah, il reste l'essentiel. Il reste le vide, et le vide, c'est notre vraie identité. C'est l'énergie pure. C'est ce qu'on recherche dans le yoga, en fait. Et c'est le connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Une fois que vous avez enlevé les émotions, vous avez enlevé les états, que vous avez enlevé l'action, il reste la vraie identité. Alors on peut le voir selon ses croyances de différentes manières. On peut dire qu'on est une création de la nature, ça nous définit plus comme une vraie identité. On peut aussi dire qu'on est une création de l'univers. On peut aussi dire qu'on est une création de Dieu. Quels que soient les termes qu'on y pose, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec les émotions, ça n'a rien à voir avec les états, ça n'a rien à voir avec l'action. Donc, je suis nul, ça n'existe plus. Parce que comment on pourrait imaginer quand même la création qui a créé tous ces beaux paysages? Est-ce qu'elle va créer des choses nulles?
Quand vous regardez les plus belles merveilles du monde, franchement, est-ce que vous pensez que la nature va être capable de faire ça, puis à côté de nous rater? On est une aussi belle merveille que la nature sait le faire. Quand on regarde la biologie, quand on regarde comment nos cellules fonctionnent tous, mais c'est juste incroyable en fait. C'est ça notre identité en fait. C'est absolument superbe. Et quand on a conscience de ça, et là je vous parle de la côté matière, mais on peut y voir aussi toute la dimension de la vibration, de l'énergie, on en parlera demain. Eh bien, c'est ça notre identité. Alors comment je peux douter de moi en fait? Je peux être qu'en admiration. Je veux dire, à partir du moment où on considère qu'on a une création de l'univers et quand on voit la beauté que l'univers est capable de créer, si je commence à dire que je suis nul, en fait, je suis en train de dire que en fait, le créateur, tout ce qu'il fait, c'est nul. Waouh, culotté quand même. Tout ce que fait l'univers, les planètes qui tournent de manière parfaite, le cycle des saisons, les végétations qui repoussent au bon moment, tout est absolument orchestré. On ne saurait pas refaire tout ce qui s'est fait. On ne peut pas dire que c'est nul. Et cette création, on en fait partie. Et pour ce qui est du faire, de l'action, eh ben, on a un joker, figurez-vous. Je vais reprendre les propos d'un sensei, Atsumi Sensei. Là, au dojo où j'ai pratiqué le ninjutsu, il disait tout le temps une chose. En fait, on faisait notre salutation, elle est en 3 parties. La première, c'est Tenshinjin, fait le pont entre le ciel et la terre. Kodo Doro Budo, écoute la voix du Budo. On peut aussi l'adapter en écoute la voix de ton cœur. Vous voyez, c'est super intéressant, je trouve, symboliquement. C'est-à-dire que le monde des idées, ciel, le monde de la manifestation, terre. Quand tu as une idée, manifeste-la. Et comment? En écoutant ton cœur. Et après, c'est pas du tout du japonais, après il dit play, avec son petit côté un peu narquois. Amusez-vous. Amusez-vous. On prend trop les choses au sérieux en fait. Même dans notre boulot, on prend trop les choses au sérieux. Mais je suis le premier à le faire. Et quand on dit play, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Parce qu'il explique, sur le dojo, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez vous entraîner. La meilleure manière d'apprendre un art martial, par exemple, mais ça peut être plein de choses dans la vie, d'ailleurs il le dit, la vie c'est comme le dojo, vous allez tomber, vous allez vous relever, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de se tromper en fait. On est là pour vivre une expérience. Alors, vouloir réussir avant même d'avoir commencé, c'est une aberration. Si on se fout la paix et qu'on s'autorise à s'amuser, expérimenter, tout va bien. Il n'y aura plus de manque de confiance, il n'y aura plus je suis nul en fait. Tout est ok. Autorisez-vous à vous tromper. Donc si je résume, on est une création parfaite de la nature et on a le droit de se tromper. Il est où le problème? On ne peut plus manquer de confiance. Vous savez que se tromper, c'est la meilleure manière d'apprendre. Quand je m'occupais de mon école photo, justement, c'était cette fameuse entreprise que j'ai eue pendant 10 ans, je mettais les élèves en difficulté. Pas méchamment, pas pour me moquer d'eux. En fait, je ne sais pas que je les mettais en difficulté, je leur disais rien au départ. Ils me disaient, comment on fait? Amuse-toi. Donc ils prenaient leur appareil photo, ils s'amusaient. Alors forcément, des fois, la mise au point, elle n'était pas au bon endroit, il n'y avait pas de lumière, c'était sous-exposé, tout ça. Et j'ai dit, comment tu peux résoudre le problème? Essaye, amuse-toi. C'est pas grave si tu te trompes. Et ils s'amusaient. Et ils trouvaient eux-mêmes les solutions. Alors quand ils galéraient un petit peu trop, j'étais là quand même, je ne les laissais pas galérer outre mesure. Eh bien, je peux vous dire, et je fais la même chose en musique, hein. Parce qu'il y a des mamans d'élèves ici. C'est la meilleure manière d'apprendre. Parce que quand vous vous êtes trompé plusieurs fois, je peux vous dire que vous ne vous trompez plus jamais après. Et quand vous vous autorisez surtout à vous tromper, ça devient un jeu. Souvenez-vous, je ne sais pas si on se souvient en fait, c'est pourtant là qu'on a appris la chose la plus compliquée, apprendre à marcher. Le nombre de fois où on est tombé,
Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous imaginez le nombre de mois où on s'est planté, où on s'est trompé plein de fois, quoi. On s'est relevé, on l'a refait, on s'est relevé. Et à chaque fois, on nous applaudissait. On pouvait tout faire, même les petits rototos nous applaudissaient de toute façon. Et finalement, est-ce que c'est pas là qu'on a le mieux appris? Même à parler, vous imaginez le temps qu'on a mis à parler. Et aujourd'hui, on voudrait faire tout plus vite. Et dès qu'on se trompe, on se trouve nul. Bah, en fait, rappelons-nous de quand on était bébé et enfant. On ne se posait pas ce genre de questions. C'est après que c'est venu, en fait. Et revenons à l'état d'enfant. Et ça, je le dis souvent, d'ailleurs, même en cours de musique, je le dis souvent. La musique, c'est comme apprendre à marcher. Refaites-le, 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 refaites-le. Et à un moment donné, ça va passer. Et ne vous jugez surtout pas. C'est pas grave de se tromper. C'est là qu'on apprend le mieux. Donc après, manque de confiance et d'affirmation, c'est quand même plus facile d'avoir confiance et de s'affirmer à partir de là. Quand on sait qu'on est une création parfaite de la nature, ou une création divine, on peut mettre le nom qu'on veut, et qu'on a le droit de se tromper. Alors je peux vous dire qu'après, il n'y a plus personne qui va vous perturber. Plus personne. Ça leur appartient. Tu me trouves nul? Ouais, je me suis peut-être trompé, c'est pas grave, comme j'ai le droit de me tromper. C'est ok. En quoi c'est une opportunité d'évoluer? Toujours le changement de point de vue. Je ne regarde pas ce qui ne va pas, je regarde ce qui me permet d'évoluer. Le TDA de mon fils. TDAH? Non, peut-être. Ok. Ouais. Je connais plusieurs personnes qui vivent ça. Je me suis posé la question pour moi-même d'ailleurs. Et en fait, il y a une école comme ça, j'adore leur nom, qui s'occupe des personnes qui ont des troubles, qui ont Et en fait, ils les appellent les intelligences multiples. J'adore le nom. Toujours la même histoire, toute une question de point de vue. Est-ce que je regarde les choses selon le problème ou est-ce que je les regarde du côté solution? Et moi, les TDAH, je pourrais en connaître plusieurs. Je me pose même la question pour moi-même. Je ne sais pas, je ne me suis jamais fait diagnostiquer, mais il y a beaucoup de choses qui correspondent. Ça peut être ça peut être une vraie tannée, ça peut être vraiment compliqué, mais c'est aussi ça comporte des avantages. En fait, on a posé beaucoup d'étiquettes dans ce monde. Donc, dès qu'on est un peu différent, ça devient un problème. Ouais, tout doit être carré, hein, tout doit rentrer pareil. Hein. Ah, tu es un rond. Ah, ouais, bon, t'as le trouble du rond, de la rondite. En quoi, je vais poser la même question, en quoi des TDAH, c'est un avantage? Moi, j'en vois plusieurs. C'est souvent des personnes qui sont perfectionnistes, qui veulent faire les choses parfaitement. Mais c'est aussi des personnes qui ont du mal à s'arrêter. C'est des personnes qui peuvent s'épuiser aussi, parce qu'en fait, comme elles n'arrivent pas à s'arrêter, elles s'épuisent. Il y a plein d'autres choses, hein, mais si on prend ça déjà, ça fait des gens perfectionnistes, mais souvent très très bons dans ce qu'ils font. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Alors, il y a de l'hyperactivité aussi, des fois, que ça peut accompagner, qui vont dans tous les sens. Mais une fois de plus, on a tous, vous savez, cette zone de fragilité, tous, qui fait que tant qu'on ne l'a pas maîtrisé, qu'on ne l'a pas compris, c'est un peu notre boulet au pied, ça nous complique. Le jour où on est conscient de ses forces et de ses faiblesses, et qu'on apprend à les gérer, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses, et bien en fait, notre vie devient différente. Et moi, je connais des personnes aujourd'hui en TDAH qui s'en sortent très bien, en fait, parce qu'ils ont conscience de leurs forces et de leurs faiblesses. Ils savent le gérer. En plus, il y a plein de solutions aujourd'hui. C'est aussi très en lien avec l'alimentation et du coup, il y a de plus en plus de TDAH. On se pose la question, très clairement aussi, ça n'a pas un lien justement par rapport à une nourriture un petit peu inflammatoire. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, c'est comme, vous savez, l'exemple de « je suis fatigué et je n'arrive pas à faire les choses ». Quand ça nous arrive, on a deux manières de voir les choses. Soit on se dit « c'est un problème et ça va être galère toute ma vie ».
soit on se dit, c'est l'opportunité pour moi de mieux me comprendre, de trouver des solutions, d'en faire des forces. Et j'en ai cité une hein, par exemple, c'est justement d'avoir ce côté, alors oui, très perfectionniste, qui a du mal à s'arrêter. Alors, perfectionniste, ça peut être bien, mais attention à ne pas aller trop loin, parce que si on va trop loin, on s'épuise. Donc, savoir gérer ça, apprendre à gérer ça. Mais quand on apprend à gérer ça, ça fait des gens qui sont très doués, qui sont super doués. Il y en a beaucoup souvent qui ont un rapport avec le HPI en plus. Donc, vous imaginez les prodiges qu'ils font. Moi, j'en connais, mais ils sont juste incroyables, en fait. Ils sont juste incroyables. Je vais vous citer l'exemple d'un enfant comme ça qui a un TDAH HPI. Il pourrait faire un incroyable talent. C'est juste incroyable. Et puis, c'est pas le seul. Parce qu'en fait, ils sont capables d'aller... Moi, je le vois, hein, je l'expérimente avec eux, ils sont capables d'aller super loin dans leur pratique, en fait. Ils pigent les choses super vite. Tout va très vite. Hein. D'ailleurs, très souvent, il ne faut pas trop traîner. Hein. Si vous traînez trop... On ne peut pas fonctionner de manière classique. Le truc théorie, je t'explique le truc, on prend le temps, j'explique, après moi en pratique, ça ne marche pas. En général, ce que je fais avec eux, c'est que direct, on va au bac à sable. On joue, on se défoule, et en fait, on s'amuse. Toujours la même histoire. Et en s'amusant, ça apprennent super vite. Ils enlèvent tout le côté pression. Et ils oublient complètement le reste. Tout ce qui a pu les gêner. Toujours le même principe. Regardez les choses du côté positif. Amusez-vous. La peur ou l'appréhension de devoir prendre des décisions importantes. Ah. Elle est dans mon livre d'ailleurs, celle-là. Le plus mauvais choix, c'est de ne pas faire de choix. C'est le seul le plus mauvais. C'est ce qui fait qu'on a... En fait, la vie, c'est le mouvement. Quand on ne bouge plus, prenez de l'eau qui stagne. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours la même histoire. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas de décision? C'est qu'on a peur de se tromper. Vous avez une chance sur 2, allez, je sais pas, de se tromper. Bon, bah, autant faire quelque chose. Et en plus, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, je suis à un carrefour. J'ai 2 chemins. On m'a dit que le plus mauvais choix, c'était de rester ici, parce que quoi qu'il se passe, il ne va rien se passer. Hein. Si je reste là, il ne va rien se passer. Donc, de toute façon, à un moment donné, ça ne va faire que amplifier le problème. Donc, je vais devoir m'avancer. Et bien, en fait, les 2 voies sont les bonnes. C'est juste une expérience différente. Donc, allez-y. Je n'irai pas jusqu'à dire faites plouf-plouf et on y va au hasard, mais allez-y. De toute façon, la vie prendra son chemin et s'adaptera. Ça sera juste une expérience différente. C'est tout. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'assume, hein. On l'expérimente pleinement. Il ne faut pas être dans le regret. En fait, ça nous ramène au moment présent. La clé du bonheur, elle est dans le moment présent. Elle est dans « ok, j'y vais » et je vis mon moment présent. Le passé, c'est trop tard, c'est passé. Ça ne sert à rien, c'est la rumination dont on parlait tout à l'heure. Là, on peut s'intégrer le regret, en fait. Le futur, c'est l'anxiété de se tromper. Si je reviens dans le moment présent, je suis ni dans la peur de me tromper, je suis ni dans le regret d'avoir fait le mauvais choix. Je suis dans le moment présent. On devrait se lâcher la bride, en fait, à tout vouloir anticiper. Vous avez remarqué que rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Alors, ça sert à quoi de se prendre la tête, à se dire ça va être le bon choix, ça va pas être le bon choix, On ne sait pas comment ça va se passer, on le saura qu'en le vivant, en fait. Donc, allons-y, quoi. Et n'ayons pas de regrets, parce que si on est dans le passé, on rate le moment présent. Vous avez peut-être remarqué des fois, vous êtes en train de ruminer, puis de vous dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, mince, j'ai raté le truc, ah mince, j'aurais dû faire ça, Et hop, à chaque fois qu'on est en passé, on rate le moment présent.
Donc la clé, je vais commencer à vous donner des clés, hein, bien évidemment, parce que c'est le thème de la soirée. Moment présent. Clé du meneur, c'est dans le moment présent que ça se passe. Et vous avez remarqué, présent, cadeau, c'est le même mot. On offre un présent. Tout se passe là, en fait. Donc allez-y. Peut-être on peut se dire écouter son cœur, plus que sa tête. Parce qu'à trop réfléchir, à trop être dans le mental, et à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Alors, on peut avoir des choses un peu rationnelles, je ne dis pas de faire tout à l'aveugle. Il y a des fois, il faut savoir un peu se dire, bon, ouais, voilà, pour un poste, est-ce que c'est proche de chez moi? Quel va être le salaire? Enfin, voilà, pas tout à la roulette russe, pouf, pouf. Mais action au bout d'un moment. Parce que poser le pour ou contre indéfiniment, ça ne va pas faire avancer le public. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Surtout que, moi ça m'est déjà arrivé, on peut des fois passer à côté d'une opportunité à trop réfléchir. La vie vous présente des opportunités, des fois, elle vous laisse à peine le temps d'y aller. La maladie, ouais, ça c'est pas simple. Je vais bien passer pour le témoigner. C'est un état, on en a parlé tout à l'heure, ça ne nous définit pas. Donc déjà, la première chose, ne pas s'identifier à sa maladie. Ça change beaucoup de choses dans la vibration. Ça change tout en fait. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut se passer des miracles, parce que bon, faites attention quand même. Mais vous avez remarqué que, moi je l'ai vécu personnellement, et pour ceux qui ont vécu la maladie, peut-être ça va leur parler. C'est dans les moments où on est dans le rejet de sa maladie, c'est dans le moment où on ne le veut pas, c'est dans le moment où vraiment on ne pense qu'à ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous prenez votre fameuse échelle de 1 à 10, c'est là où elle est la plus forte. Et quand vous commencez à changer de point de vue là-dessus, vous commencez à prendre du recul. C'est pas évident d'accepter la maladie en fait, mais c'est pourtant le premier pas. Et bien l'échelle de 1 à 10, elle diminue. En fait, on sous-estime la capacité du mental à aggraver ou à améliorer les choses. Ça fait toute la différence. Ça peut aider dans des guérisons, des fois. Ça a été observé plusieurs fois, hein, des gens qui disaient « Ah, il avait un super mental, en fait. » Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je veux dire, quand on est malade, toujours la même chose. Autant essayer de voir les choses du bon côté. C'est l'opportunité de trouver des solutions. Et puis on peut obtenir une guérison. Et si on ne trouve pas de guérison, prenons le pire des cas. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'humanité? Peut-être que vous pouvez être l'occasion, comme certains l'ont fait, et je trouve ça prodigieux, de se prêter dans la recherche et se dire, bah voilà, je vais essayer que mon expérience puisse aider d'autres personnes. Je transforme quelque chose de profondément négatif, a priori fatal, en une expérience qui va enrichir l'humanité. Toujours une histoire de point de vue. Et sait-on jamais, s'il se passait quelque chose, rien n'est écrit en fait. Changeons de point de vue. Alors c'est pas évident, hein, je le conçois, hein, quand on va au plus mal, je sais à quel point ça peut être difficile d'entrevoir un espoir. Mais je sais aussi que quand on change de point de vue, ça change tout dans notre vie, complètement. Donc ça vaut le coup, pour soi et pour les autres. Limites, savoir les poser. Ah ah. Et oui, on parle beaucoup de beauté, d'être gentil, d'être bon avec les gens. C'est super important, ça c'est clair. Mais ça se mérite. Et moi ça je l'ai appris un peu à mes dépens. Et oui, ça se mérite en fait, parce que poser des limites, c'est sain pour soi et c'est sain pour les autres. Voilà. Donc en fait, souvent on a un peu une vision un peu déformée, vous savez, sur les croyances, et voilà, il faut être bon avec les autres comme avec soi-même, etc. Oui, mais enfin, on ne va pas se faire taper dessus non plus. Hein. Donc ça n'est pas mauvais que de poser des limites en fait. C'est un peu comme l'archange Michael, vous avez vu, il a une épée. Hein.
Donc, je veux dire, il y a des traditions comme ça qui montrent des exemples comme ça, en fait. Donc, bienveillance, on entend beaucoup parler de bienveillance de nos jours. Ça passe aussi par poser des limites et se respecter et se faire respecter. Et ça, je trouve qu'il y a une pratique qui est assez intéressante, c'est la communication non violente qui l'explique très bien. Parce qu'on peut le faire de manière très respectueuse. On n'est pas obligé d'insulter l'autre, on n'est pas obligé d'être mauvais, d'être méchant, d'être violent, surtout pas, enfin il n'y a pas besoin. Mais on peut poser une limite et l'exprimer. Et ça me fait amener à l'émotion. Dans notre société, je fais la différence en fait dans les émotions. On parle souvent, la colère c'est pas bien. D'où c'est pas bien en fait la colère? Qu'est-ce qui est mauvais en fait? C'est la colère vraiment? Parce que, pourquoi on aurait ces émotions alors? Pourquoi on nous a créé des émotions comme ça? Si c'est pas bien. Je fais la différence entre la colère et la violence. La violence, c'est pas bien. Mais la colère, c'est un moyen de se protéger. Si on est face à quelqu'un qui veut nous tuer, bah, ça nous sauve la vie hein, quand même la colère. S'il n'y avait pas ça... on ne saurait pas soit se défendre, soit partir en fuite, soit... On n'aurait pas... En fait, ça se passe vraiment dans le corps, hein, les émotions. C'est tout un circuit endocrinien, en fait, qui circule. Il y a des neuromédiateurs, il y a un biosystème qui se met en place. Donc, gérer ses émotions, c'est accueillir les émotions, déjà, premièrement. Plus vous allez refouler la colère, plus il y a des risques d'être violent. Et à un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Et c'est là qu'on peut être surpris de ce qu'on peut faire. Plus on va accepter sa colère, plus on va poser ses limites grâce à cette énergie. Vous avez vu, j'ai dit grâce à cette énergie. Quand on le fait de manière dosée, bien évidemment, mais justement, si en fait, on est conscient, tiens, je suis en colère. Comment je peux utiliser cette énergie à bon escient, en étant respectueux, mais quand même en faisant sentir à l'autre que, stop là, t'es allé un peu trop loin. Et bien là, c'est juste. Après, il y a la manière de faire, la manière de communiquer. Et la communication non violente est très intéressante pour ça. On va parler de je au lieu de tu. Le tu, c'est le tu, t'as fait ça, t'es nul, t'es machin, truc. Bon, là, tout de suite, on a vu qu'on n'avait pas arrangé les problèmes. Si je parle de moi en disant ouais, quand tu fais ça, je me sens pas bien. Je me sens touché, je me sens blessé. L'autre va être plus déjà à l'écoute. S'il est à l'écoute et s'il n'est pas à l'écoute, ça lui appartient. Vous avez dit ce que vous avez dit à dire. Et vous avez posé vos limites que vous aviez à poser. Sans passer par la violence. Sans en attendre que la colère soit tellement montée qu'à un moment donné, c'est la violence qui prend le relais. Voilà ce que je dirais sur les limites et les émotions. Eh bien, on a fait le tour. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite méditation ensemble. Parce qu'en parler, c'est bien, mais l'expérimenter, c'est encore mieux. Alors, on ne va pas expérimenter la colère, je vous rassure. On pourrait, ce serait marrant comme jeu. Je vais vous proposer, en fait, pour monter un petit chouïa la musique. Voilà, pas trop, mais ouais, super. Je vais vous proposer une petite expérience de méditation. On va voir ce qui vient. J'ai rien prévu. On va voir ce qui se pose. J'adore faire ça. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Prendre une longue respiration. Et j'expire. Et je prends le temps de respirer, de revenir à moi. Prendre conscience de l'énergie qui circule en moi, de cette respiration. Cette énergie autour de moi. Revenir à moi-même. Prendre soin de moi. Et je prends le temps de respirer. On en a parlé tout à l'heure. Prends le temps de respirer.
Avec le bas du ventre, j'inspire avec le nez et j'expire avec le nez ou avec la bouche. Et je vais laisser passer les pensées comme des nuages. Ils ne font que passer, sans les retenir. Ils passent. Ils ont le droit de passer. Et je vais me laisser transporter. Comme si j'étais dans un bateau qui navigue. Je vais laisser le bateau naviguer là où il m'emmène. Je vais lâcher tout contrôle. Je vais juste faire confiance à l'univers. Je laisse le courant m'amener là où il m'amène. Et je respire. Je sens la brise autour de moi et je profite du voyage. J'observe le paysage autour de moi. J'ai lâché complètement les commandes. Je ne contrôle rien. Je ne cherche plus à faire de choix. Je me rattache à aucun souvenir. Je profite uniquement du moment présent. Et j'observe tous ces paysages qui circulent devant moi. Et le bateau avance. J'ai pleinement confiance. Je profite du présent. Je profite du présent que m'offre l'univers, que m'offre la vie. Et je me laisse porter complètement. Je profite du voyage, l'univers s'occupe de tout. Je laisse faire, comme un touriste. La mer nous emmène là où elle a prévu de nous amener. La vie nous emmène là où elle a prévu de nous amener. La vie se déroule tout simplement, naturellement. Je laisse faire simplement la nature, qui sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Comme les arbres poussent naturellement, les fruits arrivent en leur temps, après la floraison. Tout se fait en son temps. Et je respire et je profite pleinement du voyage. Je m'harmonise complètement avec la nature. Je suis cet arbre qui grandit. Je n'ai pas besoin de poser de conscience sur ma croissance. Elle se fait d'elle-même. Je n'ai pas besoin de faire quelque mouvement que ce soit. Le bateau m'emmène là où il doit m'amener. Quand les fruits sont là, vont arriver, ils arrivent. Quand j'ai planté, semé dans mon jardin, les fruits et légumes arrivent en leur temps. C'est pas en tirant sur la tige que le légume arrive plus vite. Il pousse à son rythme. Je laisse faire l'équilibre de la nature. L'équilibre se fait naturellement. Mon corps sait mieux que moi, comme la nature sait mieux que moi, ce qu'il faut faire. La nature tend toujours vers l'équilibre.
que j'ai pu traverser, problèmes de santé ou autres. Faisons confiance à la nature. Elle tend toujours vers l'équilibre. Ici, il n'y avait simplement rien à faire. Juste laisser faire ce que la nature fait le mieux de nous. Juste être au lieu de tout le temps vouloir faire. Juste être en présence de ce qui est. Se laisser porter par les flots. Juste profiter. Se laisser porter par la vie et juste profiter. Sans attente. Juste apprécier chaque moment. Si c'était ça, la clé du bonheur. Des fois, il y a des moments difficiles. Quand on laisse les choses faire, se poser, comme les nuages, ça finit par passer. L'univers et la nature savent ce qu'ils font et tendent toujours vers l'équilibre. Alors je laisse faire, je laisse s'équilibrer. Je cesse de lutter. Je me laisse porter. Comme l'herbe repousse sur les forêts brûlées, comme la vie qui renaît dans les zones où il n'y avait plus rien, comme cette fleur qui arrive à traverser le béton et qui finit toujours par revenir. La nature revient toujours à la vie. Tant qu'il y a de l'espoir et de la vie, tant que je respire, la nature retrouve son équilibre. Et je profite du voyage, ce bateau qui me montre plein de continents, tous les beaux paysages de la Terre. Je suis observateur de ma vie. Chaque situation, c'est comme une expérience, une opportunité de grandir, d'évoluer. Je profite du voyage. Chaque situation, c'est un maître qui apparaît, qui me transmet un enseignement. Chaque situation, quel est son avantage ? Et je profite du voyage. Je me laisse porter. Je laisse le bateau naviguer. Je laisse la nature faire ce qu'elle sait faire de mieux. Et je respire. Et je relâche petit à petit tous mes muscles, allongés sur mon bateau. Je me laisse porter par la terre, par les éléments, par les flots. À chaque expiration, je relâche un petit peu plus et je confie à la terre toute ma destinée. Tout le cadeau que la vie m'offre. Je profite du voyage. Je profite du voyage. Je profite du voyage. L'univers s'occupe de tout. Je vous laisse maintenant, petit à petit,
réaccoster sur ce port et vous dire qu'à tout moment, vous pourrez profiter du voyage. Laissez ce bateau naviguer. Et commencez à bouger un petit peu les mains, les bras. Ouvrez les yeux et observez autour de vous. Peut-être que vous pouvez observer qu'on n'est plus dans la même ambiance, on n'est plus dans la même pièce. On est dans la même pièce, mais il y a comme quelque chose qui a changé, qui est plus calme, plus doux. Comme si le monde avait ralenti. Ça vous fait ça ou pas? Ouais? Vous avez vu, vous avez le pouvoir de ralentir le monde. Alors quand on dit des fois que le monde va trop vite, qu'on est trop stressé, à tout moment, on peut s'autoriser un petit voyage, une respiration, fermer les yeux. Et c'est tout le monde qui change. On n'a pas changé le monde, hein. C'est toujours le même. On a changé notre perception du monde. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et ça, c'est notre plus grand pouvoir. Prenez le temps de faire des méditations comme ça. On parlait de prendre son temps. Parce que c'est comme ça que vous retrouverez du temps. Deuxième solution pour retrouver du temps. Programmer, planifier, ouais. Ça, c'est d'un point de vue de la matière. Du point de vue de l'énergie, méditer. Et c'est tout l'espace-temps qui change. C'est super intéressant. Hein? On peut changer vibratoirement son expérience de la vie. Ce qu'on vit à l'intérieur, on le vit à l'extérieur. Vous êtes en train de l'expérimenter en fait. Et on peut ralentir le monde. Ça prend 5 minutes. Vous pouvez le faire à tout moment. Avant de faire un travail, par exemple au bureau, avant de faire une réunion, la vision sera beaucoup plus claire. Les moines tibétains, parce que j'ai suivi un enseignement bouddhiste, comme ça, ils l'appellent le calme mental. Tout est dit. C'est Lama Samten qui nous enseignait ça, il nous disait tout le temps, quand on arrivait, on était un peu tous speed, on avait pris les métros et tout ça, il disait, bon, je sens de l'agitation mentale dans la pièce, nous allons fermer les yeux, nous allons respirer et on va ralentir le temps. On ouvrait les yeux et après tout avait ralenti. Et là, il commençait à nous présenter les choses. Vous savez que son enseignement, avant, ça ne servait à rien. On était trop speed, on aurait tout noté, tout un peu en mode speed. Et là, on avait une autre écoute. On oubliait même de noter, en fait. Et on retenait tout. Quand vous arrivez dans cet état, on en parlera demain sur la conférence, sur le son, les ondes cérébrales changent et arrivent dans un état de conscience plus prompt à la mémorisation, plus prompt à la concentration. Donc méditer en illimité, c'est bon pour tout, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout. On peut exagérer, il n'y aura jamais d'overdose. La seule chose, ça serait de méditer toute la journée sans se nourrir. Je vous propose, je regarde un peu l'heure quand même, qu'il ne soit pas trop tard. Ça va, on est... Oh oui, on est bien. Bon, on arrive bientôt à la fin, déjà. Je vous propose de prendre un petit extrait dans le livre. Alors pour ceux qui souhaitent, j'en ai quelques-uns. Je pourrais vous faire une petite dédicace, allez. Et vous savez, je vous avais dit, je vais le prendre un petit peu comme un oracle. Je vais le prendre au hasard. Et on va voir ce que ce soir, le hasard nous amène à lire. Alors, sujet d'actualité. Je n'avais pas prévu de parler d'un sujet comme ça, mais puisque ça se présente, c'est quelque chose qui m'est venu le 16 avril 2021. Et en ce moment, dans notre situation un peu politique, c'est un sujet qui peut être posé sur les tables.
En fait, l'idée c'est le débat ne veut pas dire dualité, tort ou raison. La vérité est bien plus nuancée. Ce sont les lois mêmes de la nature. Les arcs-en-ciel n'ont pas que deux couleurs, blanc ou noir, vrai ou faux. Donc, faisons preuve d'ouverture et d'esprit, sans jugement. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est des croyances qu'on lit dans les contes d'enfants, le bon et les méchants. Le gentil a sa part d'ombre, le méchant a sa part de lumière. Oui. On dit que l'enfer est barré de bonnes intentions. Et des fois, on croit faire le bien et on fait du mal. Donc, d'ailleurs, c'est la phrase que j'ai écrite après. Le mal est doté de bonnes intentions. Dans l'histoire, on nous a souvent un petit peu romancé tout ça. Il y a eu les méchants, il y a eu les gentils, etc. Si on regarde bien, c'était plus nuancé que ça, en fait. Donc, la source de sagesse, c'est de regarder cet arc-en-ciel et de se dire qu'il y a autant de vérité que d'arc-en-ciel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux points de vue différents. En fait, j'aurais dû dire plein de points de vue différents. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, je regarde du côté positif, je regarde du côté négatif, mais en fait, il y a plein de côtés négatifs, il y a plein de côtés positifs. Et puis, il y a des points de vue nuanciés. Quand on se positionne là, rien que ce soir, vous avez tous un point de vue différent dans la manière de regarder. Il y en a qui me voient de ce côté-là, il y en a qui me voient de ce côté-là. Il y a d'ailleurs une légende indienne comme ça, où, alors je vais essayer de ne pas la déformer, mais bon, c'est pour vous donner une image. C'est des personnes dans le noir, ou en tout cas qui ne voient pas, et qui tâtent un éléphant. Et une des personnes dit, l'éléphant, c'est quelque chose de rugueux, dur, solide. Ah non, l'éléphant, c'est quelque chose de pointu. Non, l'éléphant, c'est une grande trompe. Ah non, l'éléphant, c'est une grande oreille. Ils ont tous raison. Ils ont juste pas le même point de vue. Et si, finalement, l'expérience de la vie, c'était pas ça, notre point de vue à nous. Alors peut-être que de là-haut, on voit l'éléphant en entier, peut-être qu'on a cette, vous savez, cette vision, j'ai le terme qui m'échappe, mais vous savez, quand on a cette grande vacuité, mais il y a un autre terme pour ça. Ici, peut-être qu'on a une vision plus courte dans notre conscience terrestre, mais déjà, si on a la sagesse de se dire, ce que je vois aujourd'hui, c'est mon expérience, c'est mon point de vue personnel, je fais l'expérience de ma propre vision intérieure. Je vois une partie de l'éléphant, l'autre voit une autre partie de l'éléphant. Et finalement, la vie, c'est ça. On voit sa partie d'expérience. Et quand on ouvre sa conscience là-dessus et que quelqu'un nous donne un autre point de vue, j'ai deux manières de réagir. T'as tort, c'est pas bien, dualité. Ah, c'est l'opportunité d'avoir un autre point de vue. La personne vient m'ouvrir un autre angle de vue. On a le droit de l'accepter ou pas après, hein, bien évidemment. Voilà, assez d'actualité hein, comme sujet quand même. Surtout de nos jours, en fait, dans des situations comme on a, oui, il a tort, il a raison. Si vous regardez les choses du point de vue de l'arc-en-ciel, vous allez voir que même dans la géopolitique, c'est bien plus nuancé que ce qu'on peut le savoir. Et savons-nous tout? Je veux dire, tant qu'on ne le vit pas nous-mêmes, qu'on n'est pas sur le terrain, qu'on ne vit pas l'expérience, est-ce qu'on peut vraiment avoir toute l'étendue? Déjà, en ayant toutes les infos, on a notre propre vision des choses par notre propre expérience. Alors, quand on ne vit pas l'expérience et qu'on ne fait que la découvrir par le point de vue finalement d'un autre, qui va transmettre l'information, qui entre-temps peut un peu se modifier. Vous savez, il y a toujours l'émetteur, le récepteur. L'émetteur, ça c'est la base aussi de la communication non violente.
L'émetteur, il va vouloir dire quelque chose. Il va utiliser des mots, mais ça ne sera pas à 100% le fond de sa pensée. Donc, il y a déjà une perte d'information. La personne qui va recevoir, elle va comprendre des choses. Ça ne sera pas à 100% de ce qui est transmis. Entre le début et la fin, on voit déjà qu'on n'a pas l'information complètement complète. Nous sommes des handicapés de la communication. Il y a une seule chose, peut-être qu'on peut sentir, c'est la vibration. Et pour ça, je vous donne rendez-vous demain. Je vais vous proposer un film pour conclure. J'ai oublié de te prévenir, Alex. On s'était mis d'accord, j'ai dit que je ferai un petit geste. Un film qui conclut un peu cette soirée. Allez, pendant que Alex nous branche la vidéo, petit récap de ce qu'on a vu. Parce que c'est quoi les mots-clés de la clé du bonheur? L'arc-en-ciel. Je ne prends pas pour moi ce qui est dit. Je ne rentre pas dans une dualité, donc je ne me mets pas en colère. L'acceptation de ce qui est. De profiter du voyage. De se dire, ok, ce qui m'arrive là, eh bien, quel est l'avantage de ce qui m'arrive? Quel cas, ce qui était une souffrance devient quelque chose qui a du sens. Et ça, c'est une clé du bonheur. Ma vraie identité. Une création de la nature ou l'univers, une création divine, appelons-le comme on le souhaite. Donc je ne peux plus douter de moi. Le droit de se tromper. On a le droit de, comme l'enfant, s'est relevé, tombé, s'est relevé. Il n'y a pas de problème en fait, tout va bien. Amusons-nous, profitons du voyage et ça devrait bien se passer. Je vous invite à prendre de la hauteur pour un voyage vers la nature, à être spectateur du paysage. C'est lorsque nous sommes immergés dans la nature que nous sommes témoins de ce qui est. La nature n'est-elle pas le reflet de notre vraie nature? Les mots humain et humus ont la même racine latine. Humus, c'est la végétation qui recouvre la roche. Est-ce un hasard? L'univers a façonné tous ces beaux paysages, au même titre que nous. Nous sommes la goutte d'eau dans l'océan, la goutte d'eau et l'océan de même nature, ne faisant qu'un. Nous sommes ces animaux, ces oiseaux migrateurs, les microcosmes au macrocosme. Cette abeille a l'organisation si harmonieuse ou aussi structurée que la fourmi. Ces végétaux qui poussent pour offrir le fruit. Ces fleurs qui arrivent au printemps. Alors, si nous prenions du recul sur qui nous sommes vraiment. Nous sommes tous ces beaux paysages. Nous avons été créés au même titre que ces paysages par l'univers. Des fois, nous faisons des erreurs, des états émotionnels ou physiques. Mais est-ce que cela nous définit? Alors laissons-nous porter. Prenons de la hauteur. Si nous ne sommes pas ces actions, ces états, ces émotions, alors nous sommes la création, la nature. Prenons de la hauteur sur ce que nous sommes vraiment. Maintenant que nous savons qui nous sommes, profitons du voyage en harmonie
avec la nature, notre propre nature. Comment douter de soi quand on voit ces paysages, ces couchers de soleil? Comment la nature pourrait-elle nous rater en créant ces merveilles? S'aimer, c'est aimer son créateur. L'organisation parfaite, où tout est équilibre, équilibre que nous savons retrouver en étant en présence à nous-mêmes, tout naturellement.